Bienvenue à ce numéro de Stop Covid-19. Vous le savez, vous l'avez compris, vous avez subi des pressions. La problématique de la gestion d'une pandémie, le cas de la Covid-19 requiert l'implication bien entendu à différents niveaux, mais de toutes les communications. C'est alors que la bonne communication pourrait aider les communautés à parvenir au changement de comportement. C'est de la science, c'est de l'art, c'est tout un processus. Pour en parler, notre invité, Mabial Maoumba, enseignant, chercheur, expert en éducation et en communication pour le changement social et de comportement. Il est ancien directeur de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Vous êtes aussi auteur de cette tribune Covid-19, réflexion pour une stratégie cohérente de mobilisation de la population en RDC. On va s'y étaler. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, quelle analyse vous avez faite de la communication de la Covid-19 dans votre pays? Merci beaucoup, madame. D'abord, j'aimerais rendre hommage à tous les collègues qui travaillent dans la lutte, qui mènent la riposte. C'est un travail extrêmement difficile. Ce n'est pas facile, sur tous les aspects de communication et d'engagement communautaire. Il y a eu, depuis le début, certaines erreurs qui ont été commises, mais cela n'empêche pas de saluer le travail qui a été fait. Maintenant, globalement, nous savons tous, malheureusement, que nous sommes loin du compte. Et pour moi, l'indicateur le plus important, c'est l'adhésion de la communauté. Et sur ce point-là, même le Conseil des ministres avait dernièrement relevé le fait que la population, malheureusement, n'adhère pas encore. Et c'est là le problème. Nous devons justement faire tout ce qui est possible pour que la population puisse adhérer, parce que c'est la seule voie de sortie. Et vous, en tant qu'expert en communication pour le changement de comportement, ce qui est important, parce que changer de comportement pourrait amener nos communautés à la prévention, et c'est ce qui est même l'idéal par rapport à la pandémie de l'heure, étant donné qu'on n'a pas de remède curatif, n'est-ce pas? Et vous ne l'aurez pas seulement sur le contexte congolais, mais du moins, vous proposez des pistes de solutions. Oui, je propose des pistes de solutions parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule voie de sortie, c'est la prévention. Et cette prévention passe par l'adoption des comportements recommandés par les spécialistes de santé. Et ces comportements, nous le savons. Par exemple, quand on veut tousser ou éternuer, il faut utiliser le creux du coude, il faut porter le masque, garder la distance. Là, nous sommes à 2 mètres l'un de l'autre. Garder la distance. Il y a tous ces gestes et barrières que la population doit adopter. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? La population ne les fait pas. Pourquoi? C'est ça qu'il faut commencer par comprendre. Et c'est pourquoi, dès le début, j'avais proposé une évaluation rapide de ce que la population sait. Dans le langage du spécialiste, nous appelons cela des enquêtes CAP, connaissances, attitudes, pratiques. Par exemple, qu'est-ce que la population sait déjà? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils imaginent? Quelles sont toutes ces informations qui circulent? Quelles sont les questions que la population se pose? Quelles sont les préoccupations auxquelles la population attend des réponses? Toutes ces questions doivent être identifiées et à partir de là, trouver des réponses sur le plan communicationnel et trouver des réponses sur le plan de stratégie. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et maintenant, évidemment, il y a d'autres étapes. Par exemple, c'est important d'identifier au niveau de chaque province, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque ville, même au niveau de chaque quartier, ceux qui ont une grande influence sur les autres. Bon, je n'aime pas beaucoup utiliser le terme, mais c'est le terme qui est à la mode, les influenceurs, qui peuvent être des leaders d'opinion, mais pas seulement des leaders d'opinion. Les influenceurs sont très variés. Il faut identifier ces influenceurs et ceux-là, après les avoir formés, on les déploie sur le terrain. On les déploie sur le terrain pour justement véhiculer des messages. Mais ces messages ne doivent pas se limiter à ce que l'OMS recommande. Parce que les gens se posent des questions et
ils doivent obtenir des réponses. Et c'est ça justement voilà. votre premier point Exactement. de votre tribune. Lorsque vous dites ce que les Congolais disent, pensent, croient, imaginent, qu'est-ce que vous avez trouvé? Par exemple, très clairement, quand cette maladie a commencé à Congo, vous savez, les gens disaient « Ils n'ont pas n'abisouté ». Ce n'est pas chez nous. Cette maladie, ce n'est pas chez nous. Évidemment, c'était en Asie. Eh bien, voilà, ils avaient raison en quelque sorte. Sauf que ce qu'ils oubliaient, c'est qu'il y a beaucoup de Congolais qui vont en Chine, qui reviennent. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent en Europe, qui reviennent. On leur disait que le pays avait pris toutes les précautions aussi. D'accord, même on leur disait que le pays avait pris des précautions, mais cela n'empêchait pas de se protéger. Mais comme ils imaginaient que cette maladie n'est pas chez nous, ils ne prenaient pas et donc ils ne pensaient même pas à prendre des précautions. Donc ça, c'est par exemple, c'est une préoccupation à laquelle on aurait dû répondre immédiatement tout de suite au début, avant même de commencer le message lié au geste barrière. Ouais. Bon, un autre exemple, c'est quand un moment, vous savez, tout le monde le sait, la population disait c'est une maladie Yabata Gombe. Oui, Gombe, parce qu'on a dit que Gombe était l'épicentre de la maladie. Oui, on a dit que Gombe était l'épicentre de la maladie. Sur le plan communicationnel, ce n'était peut-être pas la meilleure façon de présenter les choses, parce que cela a eu comme conséquence de faire croire aux autres, disons à la population qui n'habite pas la Gombe, que cette maladie ne concerne pas les autres, ne les concerne pas. Vous voyez, et je peux vous raconter une anecdote. Moi, j'ai eu un plombier qui n'habite pas la Gombe, que j'ai fait venir. Vous habitez la Gombe. Oui, moi j'habite la Gombe. J'ai fait venir un plombier chez moi au début de l'épicentre, mais la personne m'a dit non, papa m'a bien là, alors que, vous voyez, cette conception-là, cette perception-là, parce que n'oublions pas, c'est très important en matière de communication, c'est que vous dites, pardon, le plus important, ce n'est pas ce que vous dites, le plus important, c'est que l'autre comprend et retient. Et c'est pourquoi il faut constamment être à l'écoute de la population. Parce que même quand vous diffusez des messages, il faut vous assurer qu'est-ce que la population a compris et a retenu. Oui. Et maintenant, en fonction de ce que la population a compris et retenu, vous faites des ajustements. Par exemple, dans les cas précis, tout de suite après, il aurait fallu entreprendre une mini-campagne pour corriger cette erreur de communication, dire non, ce n'est pas uniquement la Gombe, la maladie se trouve ailleurs aussi, la maladie se trouve ainsi. Mais apparemment, ça a été dit, on a entendu Mouyembe dire que le chauffeur, le domestique, les membres des familles de ceux qui habitent la Gombe viennent de partout, de Kinshasa, mais apparemment ce n'est pas passé. Donc les Congolais perçoivent bien cette pyramide inversée. Lorsqu'ils ont écouté la première phrase, ça suffit, ils ne s'occupent pas du reste. Oui, vous savez, en matière de communication, il ne suffit pas de dire une seule fois. C'est comme en éducation, répéter, il faut tout constamment répéter, jusqu'à ce que vous soyez certain que ce que vous avez dit a été compris tel que vous souhaiterez que ça soit compris. Ce que la population dit, c'est que la population croit, c'est que la population pense, c'est que la population imagine. Et c'est après avoir recueilli tout cela que vous élaborez des réponses sur le plan communicationnel. Et cet aspect, c'est un aspect important. Quand ils disent qu'on ne voit pas des décès, les personnes qui meurent, on ne les voit pas. Mais il faut trouver une stratégie pour le faire voir. Bien évidemment, on ne peut pas, pour des raisons, non, pour des raisons de déontologie, pour des raisons éthiques, on ne peut pas, sans l'autorisation des personnes concernées, des familles concernées, montrer les cadavres, ça ne peut pas se faire non plus. Mais il y a d'autres stratégies. Par exemple, on sait que les gens meurent. Une autorité de la place, que ce soit les ministres, le gouverneur, aurait pu rendre visite à ces familles qui ont été familles éplorées, leur présenter des condoléances. Et si, pendant une semaine, chaque jour, le gouverneur le fait ou les ministres le fait dans différents coins de la ville, les gens finiront bien par se rendre compte et qu'effectivement, il y a des gens qui sont en train de mourir. Hier, le ministre était à Kingaboua pour présenter ses condoléances à une famille dont un des membres est décédé du Covid. Aujourd'hui, c'est à Bandal, demain, c'est à Mbinza-Ozone, après-demain, c'est à Gombe.
au bout d'une semaine, les gens se rendent bien compte qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en train de mourir, que ces personnes sont situées dans tous les coins de la ville. Les chauffeurs de taxi, vous les voyez partout. Les receveurs, vous les voyez partout. Les marchands, vous les voyez partout. Mais c'est les relayeurs importants des messages. Mais évidemment, vous allez me dire, mais comment peut-on former ces relayeurs? Il y a des leaders parmi eux. Vous voyez, il y a des leaders parmi eux. Et quand vous voyez par exemple les chauffeurs, les Weiwa et ainsi de suite, il y a parmi eux des leaders. Des chefs de file. Exactement, les chefs de file. Et si vous les réunissez, vous les formez, vous les donnez le message clé, avec pour mandat, pour mission de relayer cela, d'éduquer, de sensibiliser, mais c'est des canaux importants de communication. Mais du côté communauté, les jeunes, les autres catégories auraient pu adhérer à la campagne d'eux-mêmes parce qu'on en a les médias quand même, les médias traditionnels, les médias sociaux ont quand même fait large écho de cette situation. Mais n'oublions pas que chacun de nous, nous subissons dans notre vie, là où nous sommes, chaque jour, nous subissons des influences diverses. Certaines de ces influences sont bonnes, d'autres influences sont mauvaises. Nous subissons ces influences de la part de nos parents, de la part de nos amis, d'autres membres de la famille, de la part des médias, de la part des réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, un jeune que tu vois, tu lui dis, toi, vous dites, mais il devrait savoir. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que le message que vous avez envoyé... Peut-être l'université a fermé et tout ça, il ne comprend toujours pas. Oui, mais le message que vous avez envoyé, où on lui a dit, peut-être qu'il ne l'a pas reçu, ou qu'il l'a reçu, ben, son copain est beaucoup plus influent que lui. Parce qu'entre eux, ils en discutent. En groupe, ils en parlent. Dans les réseaux sociaux, ils en parlent. Donc, il subit cette influence. À la fin, il dit, oh, mais oui, mais on a dit à la télévision, on a fermé l'école à cause de l'école. Oui, mais ça ne valait pas la peine, ça ne nous concerne pas. Ouais, c'est ça, les influences. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans la stratégie, tous ces groupes doivent être identifiés et élaborer une stratégie spécifique pour voir comment cibler ces groupes spécifiques, avec quelle stratégie spécifique, avec quel message spécifique, avec quel leader spécifique, qui va parler à eux. Par exemple, moi, je ne suis pas crédible pour aller parler aux jeunes. Les jeunes m'écouteront par respect pour moi, mais ils écouteront plus leurs collègues, leurs pères, comme on dit. Alors à ce moment-là, il faut identifier leurs pairs qui sont influents et les former rapidement pour qu'ils soient en mesure de sensibiliser les autres et véhiculer les messages de changement. Donc, nous pourrons véhiculer les messages, nous pourrons émettre des avis que ceux qui ont été outillés, entre guillemets, par ceux qui travaillent directement sur la stratégie de communication verrouillée de la Covid-19. N'est-ce pas aussi une certaine façon de faire obstruction à la communication? Parce que les experts, on sait les trouver. On sait trouver les virologues qui peuvent aussi avoir des avis à émettre. On sait trouver des pharmaciens. Mais lorsque vous estimez qu'il faut forcément passer par ces circuits précis avant de prendre la parole en public, faites pas obstruction à la communication. Alors, je ne parle pas de cela. Quand vous invitez, en tant que journaliste, vous invitez un virologue, vous invitez un infectiologue pour venir expliquer à la télévision comment se transmet ces virus, etc. C'est clair, c'est des aspects techniques sur lesquels... Maintenant, ce que je dis, c'est que même ces interventions, il faut que ça s'insère dans une stratégie globale, cohérente, coordonnée, de telle manière qu'on sache, par exemple, cette semaine, qu'il y a 3 spécialistes. Un sera à BUN TV, un deuxième spécialiste sera à la RTC, un troisième spécialiste sera à Télé 50 et chacun d'eux va parler de tel ou tel sujet. Donc cette synergie, tous parleront de la même chose, in extenso. Pas nécessairement de la même chose, mais il faut qu'il y ait une synergie. Il faut qu'il y ait une synergie. Mais évidemment, si on veut une vraie campagne, il faut qu'il y ait une synergie de telle manière que si BUN diffuse tel élément, que ce soit la même chose à TV50, que ce soit la même chose à RTNC. Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps à analyser
à visionner et à analyser les messages qui passent sur les chaînes de télévision. Mais parfois, c'est des contradictions. J'ai même vu des messages en anglais sur la télévision nationale, avec des écrits en anglais. English opens the world. D'accord, mais vous vous adressez à qui? Si vous écrivez ça en anglais, c'est pour s'adresser à qui? Je veux bien, l'anglais ouvre les portes dans le monde, je veux bien. Mais un message comme celui-là pour aider la population à se protéger, avec des écrits en anglais, vous vous adressez à qui? Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence, une synergie qui fait que quand quelqu'un va aller à Ngaba, sensibiliser la population de Ngaba, que cela fasse l'objet d'un planning, que l'équipe sache voilà, qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est à Ngaba, qui va s'adresser à tel groupe, que c'est prévu sur tel thème, et que demain, c'est un autre sur un autre thème, et ainsi de suite, de telle manière que la convergence de ces messages et la synergie puissent produire les résultats escomptés. Avant de parler de la vraie campagne d'engagement communautaire, que vous évoquez dans votre tribune, je reviens quand même sur les leaders, les influenceurs. Vous les avez évoqués à l'instant, on devrait leur mettre des mots pour pouvoir sensibiliser parce qu'ils ont cette magie, cette capacité de faire changer, de faire adhérer à certaines visions ceux qui les entourent. Mais simultanément, j'ai cru comprendre que vous ne vouliez pas qu'on accorde la parole aux charlatans. Peuvent-ils être charlatans aussi par moment? Mais j'espère que vous conviendrez avec moi que les influenceurs dont je parle ne sont pas des charlatans. Parce que un charlatan, on sait beaucoup, vous savez, cette maladie, pour certains, soi-disant, disons, guérisseurs qui soignent tout. Il y a des guérisseurs qui se présentent, qui soignent toutes sortes de maladies. Donc, vous savez, nous sommes quand même dans une situation grave. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Il ne faut pas donner de faux espoirs et il faut que la population ait une information exacte, vérifiée et vérifiable. Et c'est pourquoi, sur ces aspects, par exemple, il faut boire ceci, il faut n'allez pas faire ça, etc. Ces prescriptions, donc ces conseils de santé, il faut les réserver aux personnes qui ont l'autorité scientifique de le faire, aux médecins, au personnel de santé, aux pharmaciens, oui, tous ces personnes, des personnels de santé. Donc c'est pourquoi je dis, il ne faut pas donner la parole aux charlatans. Parce que vous savez, tout le monde l'a su à Kinshasa, qu'il y a une famille qui a perdu 3 enfants, parce que la famille avait ingurgité une potion, moi j'appelle soi-disant magique, et ça conduit à un drame. Vous voyez, et ils ont suivi ça à la télévision. Et moi-même, j'ai suivi aussi. Je me rappelle avoir suivi des indications comme ça. Oui, vous estimez qu'elle a suivi à la télé la mère, mais ce n'est pas toujours évident. Peut-être que tu l'as aussi entendu dans son propos. Alors, n'oublions pas, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun de nous subit les influences diverses de différentes personnes. Même si cette maman n'a pas suivi l'information à la télévision, il y a peut-être un voisin qui a suivi l'information, il y a peut-être son frère, il y a peut-être son fils, et ainsi de suite. Et son fils lui a rapporté l'information, et ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, cette information doit être contrôlée le plus possible. Parce que nous devons faire en sorte que les niveaux de fausses nouvelles ou de fake news, comme maintenant pour utiliser un terme manuel, que les niveaux... les niveaux de fake news, de fausses nouvelles, d'informations erronées, que ce niveau soit le plus bas possible, le plus réduit possible. C'est ça, dans une situation comme celle-ci, il faut mener la lutte contre les fausses nouvelles. C'est très, 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 très important. Alors, vous suggérez que, compte tenu de la nature et de la dimension de la crise, qu'on envisage une vraie campagne de communication et d'engagement communautaire. C'est parmi vos recommandations. Oui. Alors, vous savez, le terme engagement communautaire, c'est une expression très, très, très forte. C'est une expression très, très, très forte. Parce que quand on dit « je m'engage », quand on engage, engagement, c'est la communauté qui s'engage. Nous ne sentons pas encore cet engagement. Je pense que vous serez d'accord avec moi.
nous ne sentons pas que la communauté... Nous engager en tant que communauté à barrer la route à la propagation. On ne serait pas arrivé à plus de 2000. Ben voilà, voilà. Donc nous ne sentons pas encore cet engagement. Et pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, que nous venons de passer en revue. Mais il n'est pas trop tard. Je pense que c'est le moment de faire ce que j'appellerais l'audit de la stratégie, c'est-à-dire évaluer les actions qui ont été menées jusqu'à présent, évaluer les leçons apprises, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, quelles sont les erreurs que nous avons commises, comment réparer ces erreurs et répartir du bon pied. Répartir du bon pied pour que cette stratégie ou la nouvelle stratégie ait pour objectif l'engagement communautaire. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que la communauté, la population congolaise ou la population quinoise en particulier s'approprie cette lutte. Vous voyez, s'approprie cette lutte. Parce que quand la communauté ou la population s'approprie cette lutte, c'est comme si, vous savez, à un moment, il y a eu un vent de banditisme dans la ville. Et je ne sais pas si vous vous rappelez cette période-là, mais on a vu pratiquement dans chaque quartier, c'est chaque quartier pratiquement qui s'est mobilisé en disant, en tout cas, on n'a pas question de bandits, pas question de colons chez nous. Mais c'est là, c'est une image que je prends pour montrer que quand on atteindra ce niveau d'engagement, ce sera beaucoup plus facile. On ne laissera plus des gens entrer chez nous sans laver les mains, voilà. sans leur masque. Exactement, oui. Ouais. Et les gens porteront leur masque. Maintenant, il faut quand même souligner le fait que, en matière de changement de comportement, il y a parfois des contraintes qui sont externes aux personnes qui adoptent le comportement ou qui veulent adopter le comportement. Par exemple, il faut demander, c'est pourquoi j'insiste, il faut être à l'écoute de la population. Pourquoi, au lieu de mettre le masque, les gens le mettent leur menton. Oui, voilà, sous leur manteau et même mais parfois. Ça étouffe. Oui, voilà, exactement, voilà. Et c'est l'une des réponses que personnellement j'ai reçues, parce que moi, je regarde, j'observe, et je pose des questions. Je dis, ça étouffe, c'est chaud. Mais c'est normal, nous sommes dans un pays chaud. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la réponse? Nous sommes dans un pays chaud. Il y a des gens qui voudraient bien porter le masque, mais pendant toute la journée, c'est chaud, ce n'est pas possible. Parce qu'ils sont dans une situation de promiscuité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a des réponses sur le plan scientifique, sur le plan technique? Les ministères de la Recherche, le ministère de la Santé, est-ce qu'ils peuvent imaginer fabriquer des masques qui répondent, qui correspondent aux exigences de notre environnement sur le plan climatique? Vous voyez? Ça, c'est une option à explorer. Mais l'autre option aussi, c'est toujours dans le processus de changement de comportement. Vous savez, les comportements de l'être humain est toujours guidé par la satisfaction de ses besoins et de ses intérêts. De ses besoins et de ses intérêts. Donc, si vous voulez que les gens adoptent un comportement, ils doivent voir les bénéfices, l'avantage. Quel est le bénéfice pour moi? Peut-être que dans le cas précis, nous n'avons pas suffisamment vendu le bénéfice. Vous voyez? Donc, c'est peut-être une piste à explorer dans le message. Portez le masque, vous aurez chaud. Mais il vaut mieux avoir chaud que d'être exposé à ces virus, parce que ces virus peuvent vous tuer. Est-ce que vous comprenez le message? Ce qui fait que quelqu'un qui dit, ah, c'est vrai, j'ai chaud, mais j'ai vu, mon voisin est mort la semaine passée. Oui, entre mourir voilà, et laisser chauffer par le port de masque, voilà, exactement. Voilà. Et on ne voit pas ce genre de message. On ne voit pas ce genre de message. Les gens ne portent pas de messages dans la rue, mais on ne voit pas ce genre de message. On a sollicité votre expertise par les églises parce qu'il y a un beau projet financé par l'Union européenne pour justement amener les communautés au changement de comportement. Pour ici, les cibles sont bien trouvées, l'Église catholique, les protestants et tout. Vous aviez été sollicité, qu'est-ce que vous leur avez dit? J'aimerais souligner d'abord un fait, c'est que ce projet est inaubaine. Vraiment, ça va nous permettre de tirer les leçons de toutes les erreurs que nous avons commises, de tous les tâtonnements que nous avons observés depuis le début, pour aller de l'avant, rectifier les tirs
et élaborer une stratégie qui puisse permettre à la population d'adhérer, de s'engager dans la lutte. Et sur ce plan-là, je pense qu'il faut féliciter et remercier l'Union européenne, féliciter et remercier l'Église catholique ainsi que l'Église protestante qui travaillent sur ce projet. J'ai été invité pour expliquer les concepts de base et les processus de changement de comportement pour qu'on sache que quand on demande à la population de changer de comportement, il y a un certain nombre d'exigences, un certain nombre de principes qu'il faut garder à l'esprit. C'est très, très, très important. Et je pense que si ce projet est bien mis en œuvre, ça permettra justement d'atteindre les résultats escomptés en termes de changement de comportement. Et ce qui est encore intéressant dans ce projet, c'est que je pense que le projet prévoit un appui aux personnes vulnérables sous diverses formes. Parce que par exemple, comme je dis, nous avons parlé des masques, mais il y a des gens, malgré leur bonne volonté, qui aimeraient bien utiliser les masques, qui ne peuvent pas, parce que ils vivent dans des conditions difficiles. On pense qu'ils exagèrent. Voilà. C'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, nous le savons, c'est la vérité. Vous savez, parce que, et dans tous ces messages aussi de communication, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'un masque, vous ne pouvez pas voir le même masque du matin au soir, du lundi au samedi. Avant-hier, j'ai vu un cordonnier dans mon quartier, un cordonnier, je lui dis, mais, où là, tu masque n'a eu on a eu que Sokolango. Ah oui, il faut attendre. Voilà. Donc, vous voyez, donc nous sommes dans cette situation. Je dis non, mais il faut ça la tami balemisat comme ça, etc. Mais Azaraki n'a bon côté. Vous savez, donc c'est des situations pareilles et c'est ce que je salue dans ces projets. C'est un volet très très important et j'espère que nous allons continuer à faire que le projet va être mis en œuvre de façon adéquate. Ça, c'est un processus. Tout ce qu'on a essayé de dire ici, au fait, c'est des principes, c'est des théories. Mais comment, nous, communauté, pour finir, allons-nous évaluer l'impact de ce changement de comportement? Parce qu'il faut vivre avec Covid dans l'avenir aussi. Oui, les spécialistes disent que nous allons être obligés de vivre avec pendant peut-être longtemps. Alors, là, au moins, c'est une bonne communication qui passe. Oui, je pense que c'est une bonne communication qui passe. Il faut préparer les gens et aussi la sécurité. Alors, la question que vous posez, qui est une question très importante, comment savoir que nous arrivons... Ou que nous changeons de comportement. Oui, que nous savons. Comment savoir que les efforts de changement de comportement portent des fruits. Voilà. Comment savoir? Mais il y a un indicateur d'impact qui sera le nombre de nouvelles personnes infectées. Si ce nombre continue d'augmenter, ça signifie que nous sommes encore loin d'atteindre les résultats. Mais si ce nombre baisse, et baisse de plus en plus, tous les jours, ça baisse, tous les jours, ça signifie que les efforts de sensibilisation vers les changements de comportement commencent à porter des fruits. Évidemment, il y a d'autres indicateurs. Bon, mais je ne vais pas donner des détails ici parce que, par exemple, quand on nous dit porter les masques, normalement, si nous étions bien organisés, on peut observer, on peut avoir des données sur le pourcentage de la population qui utilise les masques tout le temps. Mais ça risque nous risquons de dépenser de l'argent pour rien, pour collecter des informations utiles, certes, mais pas indispensables. Oui, donc, mais au fur et à mesure, nous verrons des changements. Parce que comme je l'ai expliqué, avec des bons messages, des gens qui ont chaud, ils finiront peut-être par comprendre qu'il vaut mieux avoir chaud que courir les risques d'être infecté, se laver régulièrement les mains, tousser en utilisant les creux. Parce que ça aussi, c'est de nouveaux comportements. Ce n'est pas dans nos habitudes, nous, Congolais, de le faire. Vous voyez, c'est un geste banal, mais c'est nouveau, il faut l'apprendre. Vous voyez, et petit à petit, progressivement, ça deviendra une seconde nature. Et à ce moment-là, avec l'ensemble de toutes ces petites actions, devrait nous mener à une situation où on observe une baisse graduelle et significative du nombre de cas de personnes infectées.
Un indicateur de taille. Il faut tester tout ce que nous avons essayé de démontrer durant cette émission. On espère y parvenir. C'est possible de changer le comportement. Absolument, c'est possible de changer le comportement. Absolument. Les Congolais, comme partout ailleurs, peuvent changer de comportement. Comme partout ailleurs, c'est possible avec une bonne stratégie, mais aussi avec la discipline, parce que c'est très important, avec la discipline. Et c'est pourquoi les rôles des influenceurs, mais aussi les rôles des pouvoirs publics, l'autorité, c'est important parce que ça doit aller de pair. J'ai donné l'exemple du policier. Il ne doit pas se contenter de demander l'amende, mais il doit jouer un rôle d'éducateur aussi. Donc les deux doivent aller de pair. Si je sais que je risque d'être arrêté, ça peut être une motivation. Mais malheureusement, malins que nous sommes, nous Congolais, nous avons contourné, nous mettons le masque au manteau au lieu de le porter. Donc là, ça signifie que nous n'avons encore rien compris. Mais petit à petit, ça arrivera. J'ai confiance aux Congolais et j'ai confiance en des bonnes stratégies de communication pour le changement des comportements. Monsieur Mabiala, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est ici qu'on marque un stop. À ce stop Covid-19, continuez à prendre soin de vous. À très vite.